Durant le 15e et surtout le 16e siècle, les grandes métropoles que constituaient la France, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal tentent de s'approvisionner en or et en épices en utilisant les grandes routes commerciales d'Orient. Toutefois, l'Empire ottoman s'est engagé à répandre l'islam sur les terres voisines et l'état de siège qui domine à Constantinople force les puissances européennes à utiliser de nouvelles routes pour se rendre en Asie. Il est inutile de rappeler qu'à l'époque, de nombreux pêcheurs basques, bretons et normands venaient s'approvisionner en poissons au large de Terre-Neuve et le long de la côte atlantique. En plus d'y chasser la baleine, ces derniers y faisaient sécher et saler la morue pour les besoins européens. L'Église imposait des journées maigres à ses fidèles, qui n'avaient aucun autre choix que d'y consommer ce poisson. Lors de sa première expédition en 1534, Jacques Cartier, un marin des îles Saint-Malo, se voit confier la tâche de trouver de l'or et des richesses pour le roi François Ier. Cartier arrive par Terre-Neuve qu'il contourne à l'ouest pour se rendre vers la baie des Chaleurs en actuelle Gaspésie. Il y rencontre des Micmacs et des Hurons-Wendat de la famille iroquoienne. C'est à Gaspé qu'il y plante une croix en guise de prise de possession du territoire au nom du roi de France. Cartier kidnappera enfin 2 autochtones dans le but de convaincre son roi de financer une deuxième expédition. En 1535, Cartier repart en terre inconnue en longeant l'actuelle Côte-Nord. Les Autochtones qu'il avait auparavant kidnappés lui avaient raconté qu'un fleuve majestueux l'amènerait au village de Stadacone, soit Québec. Cartier y rencontra le chef Donnacona, mais souhaitait poursuivre l'exploration du fleuve malgré l'opposition du chef autochtone. Cartier se rend à Hochelaga où il y trouve une colline qu'il nomme Mont-Royal en l'honneur de son roi. L'explorateur malouin retourne vers l'est pour y passer l'hiver, mais environ 20% de son équipage y laissera sa vie. Jacques Cartier amène à bord de son navire Donnacona et ses fils pour les rapporter en France. Ces pauvres autochtones décéderont en présence française. À son retour en France, Cartier se fait rétrograder par le sieur de la Roque de Roberval, nouveau lieutenant général du Canada, Canada qui symbolise en autochtone Ama de Cabane. En 1541, Cartier désobéira aux ordres de Roberval. Après avoir fondé une colonie qu'il nomme Charlebourg-Royal près de Cap-Rouge à Québec, il y découvre ce qu'il croit être de l'or et des diamants. N'attendant pas l'arrivée de son commandant, il retourne en France en 1542 où il y sera ridiculisé. En 1598, la relance de la colonisation en Amérique s'intensifie. Henri IV, roi de France, octroie un monopole de fourrure en échange de la colonisation de l'île de Sable. La distance de l'île avec la France et l'isolement de l'île située au large de la Nouvelle-Écosse mènera à une véritable catastrophe car seulement une poignée d'hommes survivront. En 1600, Pierre Chauvin obtient le monopole du commerce de la fourrure à Tadoussac pour y construire un comptoir d'échange avec les Autochtones. Le lieu se trouve au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saguenay. La rigueur du climat aura raison de l'occupation permanente de ce poste de traite par les colons. Toutefois, le poste de traite poursuivra ses activités économiques pendant un certain temps. En 1604, Pierre du Gardemont obtient à son tour le monopole du commerce de la fourrure. Il choisit l'Acadie, un peu plus au sud, pour ériger une troisième tentative de colonie. L'hiver aura encore raison des troupes et du Gardemont demandera à Samuel de Champlain de trouver un nouvel endroit pour fonder une colonie. L'année suivante, Champlain et Demont choisissent Port-Royal comme nouvelle colonie. Malgré le fait que cette tentative soit la plus concluante jusqu'à présent, les plaintes des Français à l'endroit du monopole de la fourrure de Demont lui fera perdre ce privilège. La présence française en Amérique a définitivement une incidence négative sur la vie des premiers peuples. Atteint par les maladies européennes, la population autochtone chutera de façon drastique suite à un choc microbien. Les armes à feu échangées contre des fourrures décimeront les populations qui utiliseront davantage cette arme. La grande tabagie de 1603 qui se déroule à Tadoussac entre les Inuits et les Algonquins et l'équipage de Champlain marque l'alliance commerciale et politique entre les différents partis. La jalousie de plusieurs nations de la famille iroquoienne les pousseront à se réunir sous la forme de confédération avec la Ligue des 5 Nations. Cette série de changements allait marquer le début des rivalités entre les Français et les nations iroquoiennes.